Bonjour à toutes et tous à nouveau. Je commence toujours les webinaires de cette manière. Et bienvenue donc dans ce 31e webinaire des rendez-vous de la COP éducative Brésil. Aujourd'hui, on va parler pédagogie de projet et interdisciplinarité, sensibilisation à la protection de l'environnement. Ce 31e webinaire s'inscrit dans la thématique de novembre numérique. C'est le 3e webinaire de cette thématique. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir les 2 précédents. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur notre page YouTube IFROF Brésil, sur laquelle vous pourrez trouver ces 2 précédents webinaires. Mais aujourd'hui, lors de ce webinaire, Marina da Costa nous donnera des idées pour développer la pédagogie de projet en salle de classe grâce à la réalisation d'activités avec un point focal sur la sensibilisation à la protection de l'environnement et la pollution des océans, qui est une thématique que l'on développera particulièrement en 2021 dans la coopération éducative au Brésil. Donc Marina da Costa, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle est enseignante et formatrice de formateurs FLE, FOSS et de phonétique depuis 2002. Je vous invite à visionner sur notre page YouTube une nouvelle fois un webinaire qu'elle a précédemment animé. C'était le webinaire numéro 11 sur la phonétique française à destination des Brésiliens. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder si ça vous intéresse. Merci Marina d'avoir accepté cette 2e invitation. On espère que ça ne sera pas la dernière. Merci à toutes et tous pour votre participation. Juste avant de laisser la parole à Marina, je vous rappelle que pour l'obtention des certificats, vous devez garder votre caméra allumée du début jusqu'à la fin du webinaire. Vous devez également vous renommer pour que votre nom et prénom apparaissent intégralement. Et à la fin du webinaire, un code secret vous sera délivré sur le chat qui sera nécessaire à indiquer dans l'enquête de satisfaction. Également, le webinaire d'aujourd'hui, voilà, je tiens à vous dire qu'il durera plus ou moins comme d'habitude, si vous êtes habitués, une quarantaine, 50aine de minutes. Un temps d'échange sera consacré à la fin du webinaire lors duquel Marina pourra répondre à vos questions, mais n'hésitez pas tout au long de l'intervention de Marina à poser vos questions sur le chat. Les 2 animateurs, Valdemar et Ingrid, les 2 animateurs IFROF Brésil présents aujourd'hui avec nous recenseront les questions et les poseront directement à Marina. Et pour ma part, je suis Marjorie Ponce, chargée des certifications des formations à l'ambassade. Voilà, j'ai fait le tour. Merci Marina, et donc je te laisse la parole. Merci à toi, merci à tous ceux qui sont là. Je dis bonjour Luan, parce qu'il y en a que je croise ici aussi en France. Ça fait plaisir de voir des têtes que je connais par ailleurs. Donc, heureuse d'être de retour parmi vous à distance. En même temps, il vaut mieux faire ça que ne pas se voir. Donc, même si je vois plein de petits carrés, mais bon, c'est toujours un plaisir d'intervenir dans les rendez-vous de la COP. Alors, aujourd'hui, je vous propose de… Alors, je partage mon écran. Oui. De vous parler un petit peu de pédagogie de projet et interdisciplinarité, et notamment lié à la protection de l'environnement et surtout tourné vers la pollution des océans, comment dire, liée au plastique, puisque c'est le thème de votre année, enfin ce sera le thème de l'année prochaine, des années de l'année qui va arriver. Vous avez ici mon mail, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez échanger, et je reste assez connectée. Et oui, Marina da Costa, je suis brésilienne, mais je vis en France depuis très très longtemps. Donc, je suis franco-brésilienne pratiquement, mais voilà, je peux parler en français et en portugais. Bon, peut-être que mon portugais, maintenant, j'ai un petit peu d'accent, mais je peux quand même parler portugais. Donc, voici ce que je vous propose. Je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que cette pédagogie de projet. Il y a plusieurs terminologies qui sont utilisées. Et en quoi c'est important et intéressant de l'appliquer vis-à-vis de l'enseignement et des apprentissages. D'autant plus que quand on parle de projet, souvent, il y a un côté interdisciplinaire. Donc, vous, en tant que professeur de français,
il est tout à fait possible et d'ailleurs intéressant comment dire? Alors, attendez. Et bien de vous joindre aux autres matières que vos élèves suivent. Et dans la troisième partie, je vais vous parler de quelques projets, de quelques idées, de quelques pistes de projets liés à la protection de l'environnement que vous pourrez mettre en pratique et bien sûr appliquer avec vos groupes. Alors bien évidemment, hein, ça passe très très vite. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On pourra en discuter après si quelque chose n'est pas clair à la fin du webinaire. Alors, comme je disais tout à l'heure, la terminologie, elle est vaste. On peut parler de pédagogie de projet, du projet, pédagogie par projet, apprentissage par projet, etc., etc. Peu importe le terme qu'on va utiliser, ce qui est important, c'est que ça reste un modèle de pédagogie active. Les projets de classe, etc., c'est vraiment dans l'intention d'impliquer l'apprenant dans les apprentissages. Vous connaissez tous le cadre, donc on parle d'approche actionnelle, etc. Ben, c'est exactement ça. On va les engager dans l'acquisition de connaissances, le développement des compétences et la construction des savoirs grâce à l'élaboration de réalisations concrètes en classe de langue associées aux matières scolaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, en tant que professeur de français, vous pourrez très bien collaborer avec vos collègues pour élaborer ces réalisations-là avec le français. Ce n'est pas nouveau, ce type de pédagogie-là. C'est un modèle d'enseignement qui existe depuis quelques années. Je vous cite 4 noms qui sont assez connus dans ce type de pédagogie-là. Chaque personne a apporté, parce qu'ils n'étaient pas tous forcément enseignants, il y a des psychologues, etc., etc. Bon, Dewey, de Crowley, Freinet et Piaget. Freinet et Piaget étant les plus connus. Mais ces 4 chercheurs et enseignants et philosophes et psychologues, etc., ont vraiment prouvé que ce type de pédagogie est très efficace dans l'enseignement, dans l'apprentissage et pas seulement les apprentissages qui sont liés à la matière. Donc, quand je dis ça, ce n'est pas juste apprendre à parler français, c'est apprendre à parler français pour réaliser quelque chose. Apprendre les mathématiques pour réaliser quelque chose. C'est vraiment rendre concret tout ce que nous pouvons apprendre en classe. Alors, pourquoi appliquer et utiliser la pédagogie de projet? Eh bien, parce que ce type de pédagogie-là a une fonction économique et une fonction de production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'accomplissement du projet doit tenir compte des contraintes économiques. Quand je dis économique, c'est aussi d'un point de vue financier, mais c'est aussi temporel, matériel et les économies humaines. Donc, c'est vraiment trouver un projet et organiser ce projet afin qu'il ne soit pas trop coûteux. Et puis, bien évidemment, à la fin, ça va amener les élèves à gérer et à produire quelque chose de concret. Il y a un produit à la fin. Une fonction thérapeutique, alors je mis entre guillemets parce que j'ai hésité entre thérapeutique ou psychologique, mais ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, dans les groupes, on a des élèves qui décrochent parce que des difficultés scolaires, des difficultés personnelles, des difficultés cognitives, peu importe. Mais dans ce type de pédagogie-là, dans un projet, et on va pouvoir
renouveler l'intérêt de l'élève et de tout le groupe autour d'une activité qui non seulement va être concrète, mais qui va demander l'aide de tous les membres du groupe. Donc, ça donne de la confiance en soi, ça motive, d'où cette fonction un peu thérapeutique. Puis ça l'engage socialement parlant dans ce groupe-là, donc ça lui donne de l'importance. Une fonction didactique, bien évidemment, parce que les actions nécessaires à la réalisation du projet sont le moyen de mobiliser les savoirs et les savoir-faire acquis ou en acquisition et développer les compétences nouvelles. Une fonction sociale et médiationnelle parce que parfois, dans certains projets, on peut faire appel à des partenaires, à d'autres enseignants, à d'autres institutions, d'autres écoles qui vont être reconnus par eux. Donc, ils vont rentrer dans une sphère sociale et vont devoir médier ce projet-là auprès de groupes extérieurs. Une fonction politique, alors encore une fois, j'ai mis politique entre guillemets parce que ce n'est pas une question de parti politique, mais c'est dans le sens impliquer l'élève dans une vie citoyenne. En tant que citoyen, il prend part et il a son opinion à donner, il doit négocier, il doit vivre dans la société. Et bien évidemment, des compétences transversales, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Et en fait, ce sont des choses que nous savons faire, mais qui ne sont pas formalisées. De plus en plus, on parle de soft skills, donc ce sont des compétences qui sont très recherchées dans le milieu professionnel, comme être capable de s'adapter, être capable d'apprendre à apprendre, l'autonomie, les compétences numériques, la curiosité, avoir un esprit d'équipe, avoir un esprit d'initiative, être capable de résoudre un problème, etc., etc. Donc, ce sont des compétences qui ne sont pas liées à un domaine ni professionnel ni scolaire, mais des compétences individuelles, acquises ou en acquisition de chaque individu. Quel type de projet? J'ai mis entre parenthèses parce qu'il y a 3 grands groupes, on va dire, d'un point de vue théorique, c'est-à-dire un projet par problème. On va poser un problème à l'apprenant et ils vont devoir trouver une solution. Ou alors, on va leur demander de faire une étude de cas. Ou encore, une activité authentique. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure, donc vous allez voir un petit peu. Mais par exemple, une activité authentique qu'on pourrait très bien faire en FLE, c'est organiser un repas au restaurant. Donc, l'apprenant, il va s'occuper du choix du restaurant, de choisir une date, combien de personnes, faire la réservation, y aller, etc., etc. Donc, une activité authentique. Une autre façon de voir les types de projets, c'est ces 3 catégories-là. Est-ce que ces productions sont destinées à être écoulées sur le marché? Parfois, on peut par exemple demander aux apprenants d'organiser une fête avec un objectif final. Par exemple, on doit faire un voyage scolaire et pour récolter de l'argent, on va faire un goûter ou on va vendre des crêpes, par exemple. On peut aussi voir le type de projet via des produits médiatiques. C'est quand vous produisez un film ou une chanson, une vidéo, une pièce de théâtre, une exposition, etc. Ou encore des activités menées vers le groupe qui favorisent les échanges avec l'extérieur. Un voyage, un échange de correspondance scolaire ou une visite d'un musée, d'une entreprise. Ce sont des actions dont l'objectif final est le groupe.
mais ce groupe doit aller vers l'extérieur et échanger avec cet extérieur-là. Alors, pour aller, je ne m'attarde pas trop parce que je n'ai pas envie de perdre trop de temps là-dessus. J'aimerais bien vous parler de choses concrètes. Je m'arrête quand même un petit peu sur la notion d'interdisciplinarité et la classe de feu, parce que c'est quoi une interdisciplinarité? C'est une collaboration, une interaction des disciplines grâce à un objet d'étude commun, un partage des mêmes objectifs. On est prof de français. On travaille avec des collègues qui sont enseignants dans d'autres disciplines, mais si on arrive à trouver un objet commun, donc le projet, eh bien, on va devoir collaborer et interagir pour que ce projet réussisse. Donc, je vous donne deux citation de Nathalie Reveillas, qui est inspectrice d'académie, inspectrice régionale dans l'éducation nationale en France. En 2016, elle a expliqué que pour elle, l'interdisciplinarité, c'était le moment où deux disciplines allaient se croiser et croiser leurs compétences, leur savoir-faire, et que l'interaction va permettre aux élèves de comprendre une notion, d'apprendre cette notion ou de construire un apprentissage. C'est une intelligence collective. Plusieurs disciplines doivent travailler ensemble, créer des liens, et chaque discipline va apporter quelque chose pour le projet commun, mais pas forcément la même chose. Ça, c'est important parce que on n'est pas tous avec les mêmes objectifs. On a l'objectif final du projet, mais chaque discipline apporte sa propre pierre. Donc, certains vont apporter un processus, une démarche, d'autres des concepts. Nous, pour que, par exemple, en chimie, en maths, pour qu'ils puissent expliquer des concepts, eh bien, ils ont besoin de la langue. Donc, nous, on apporte le côté linguistique pour que ça soit faisable. Donc, toutes les disciplines autour d'un projet vont travailler ensemble. Et ces situations sont créées par les enseignants, mais ça permet à l'élève d'intégrer, de comprendre et d'apprendre. Donc, c'est l'élève qui intègre l'interdisciplinarité grâce à notre guidage. Je ne vois pas le chat, hein, donc s'il y a des réactions, des questions. Donc, juste pour aller un peu vite, pour moi, l'interdisciplinarité, c'est une nécessité qui donne du sens aux apprentissages et qui facilite la compréhension du monde dans lequel ils vivent, les apprenants, les élèves. Moi, quand j'étais petite, ça se faisait un peu, mais pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le monde est divisé en cases et on a du mal à les mettre ensemble. Donc, ce type de pédagogie favorise cette appréhension du monde, puisque quand on est dans le monde en tant qu'adulte, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors, quand vous avez un projet, une idée de projet, on passe par 3 étapes qui sont extrêmement essentielles. La première étape, c'est l'étape préparatoire. Qu'est-ce que j'entends par étape préparatoire? C'est à cette étape-là où le projet va être choisi. Je vais détailler un peu plus tard, hein, dans 2 secondes. La deuxième étape, bien évidemment, c'est l'étape de réalisation. Et comme d'habitude, rien ne se fait sans évaluation. On reste quand même dans un cadre scolaire, dans un cadre d'apprentissage. On doit toujours évaluer par des notes ou pas, peu importe comment la notation est faite, mais l'évaluation, elle est essentielle également. C'est le feedback, hein, c'est le retour qu'on va donner et aux élèves et aux participants et au groupe
et à nous en tant qu'enseignants, bien sûr. Donc, l'étape préparatoire, c'est le choix du projet. Pour moi, c'est important d'arriver avec des idées, mais de permettre aux élèves de choisir le projet qu'ils veulent. Parce que un élève qui choisit un projet, donc c'est déjà une petite pierre à l'édifice dans le sens où ils vont devoir discuter entre eux et se mettre d'accord. Le choix du projet commence déjà dans cette démarche d'apprentissage par projet. Bien évidemment, nous, enseignants, on doit avoir un plan de travail, c'est-à-dire les objectifs, bien évidemment, du projet, mais aussi pédagogiques. Qu'est-ce qu'on attend des apprenants? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent? On doit prévoir les étapes, les contenus, c'est-à-dire les ressources, parce que les élèves vont être actifs, donc on ne va pas tout donner. Voilà, ton dossier, et maintenant, tu lis, tu étudies, et après, non, non, on va guider, on est toujours dans cette place de guide. On doit également préciser les rôles de chaque participant. Est-ce que nous, côté enseignants, on va travailler seul? Est-ce qu'on va travailler avec d'autres enseignants? Est-ce que ça va être des moments de partage entre les disciplines ou c'est moi, prof de français, qui vais gérer, je discute avec les enseignants, mais les apprenants ne font pas partie de cette discussion-là? Et quel est le rôle de chaque apprenant au sein du groupe? Bien sûr, on doit prévoir un calendrier. Comment on va chercher les données qui vont être nécessaires et utiles à la construction de ce projet et une évaluation. Il y a plusieurs façons il y a plusieurs outils différents pour pouvoir le faire. Souvent, on parle de cartes concept, de cartes conceptuelles, où chacun s'organise comme il veut. Il y a des outils numériques pour ça. Mais le matériel que vous utiliserez pour organiser votre projet n'a pas vraiment d'importance à partir du moment où c'est bien organisé dans votre tête. Parce que si on ne donne pas des objectifs clairs, les apprenants ne peuvent pas avancer. Ou alors, on va perdre du temps. Deuxième étape, donc l'étape de réalisation qui est bien évidemment guidée par l'enseignant. Mais là, on commence déjà à lâcher un peu plus l'apprenant. Il va devoir s'organiser et se partager les tâches. Ils vont devoir faire des recherches, être capables de synthétiser les informations qu'ils vont trouver et de créer une nouvelle information à partir des ressources analysées. Ensuite, il va devoir organiser toutes ces informations-là parce que à la fin, on doit présenter les résultats en classe et en fonction du projet à l'extérieur. Très souvent, quand je fais des projets, avant de faire la présentation finale, je fais un moment de prise de recul avec le groupe pour qu'ils puissent m'expliquer les difficultés et comment ils ont trouvé des solutions. Parce que très souvent, ce sont des questions, s'ils doivent faire une présentation à l'extérieur, ce sont des questions qui reviennent. Ah oui, mais à ce moment-là, tu as pu trouver cette information, comment tu as fait? Oui, mais est-ce que tu n'as pas eu du mal à trouver? Enfin, donc, c'est important de les entraîner à cette confrontation, on va dire, avant même d'être arrivé à la présentation finale des résultats. L'étape B, je dirais que c'est celle qui est la plus chronophage, ça prend du temps. Parce que, comme vous le savez, chaque apprenant n'avance pas de la même manière. Donc, dans tout projet, dans toute pédagogie de projet, on doit être capable d'adapter, de s'adapter aux imprévus.
Ça peut être des problèmes techniques ou des problèmes matériels ou encore personnels. Je veux dire, un élève qui devait être là et qui n'est pas là, mais du coup, son travail empêche l'avancement des travaux des autres. Enfin, tout ça, on doit, nous, être derrière pour gérer les imprévus. Donc, c'est important pendant l'étape de réalisation de faire des petites pauses de temps en temps. Alors, au rythme, enfin, ça dépend de combien de temps votre projet va durer, mais si c'est un projet sur 6 mois, ben, c'est important de faire des retours de manière régulière pour ne pas laisser les apprenants un peu dans une mauvaise direction. Et puis aussi pour les encourager, oui, c'est bien, il faut valoriser le travail qu'ils font. Donc, c'est le moment le plus chronophage pour nous, enseignants. La troisième étape, l'évaluation. 2 types d'évaluation qui sont assez intéressantes. Donc, l'évaluation entre pairs. Chaque apprenant peut faire un retour sur le résultat de chaque groupe ça dépend de votre organisation, mais c'est très intéressant parce que ça leur permet de s'auto-évaluer et de se positionner aussi dans la réalisation du projet. Je vous montrerai un exemple, mais j'ai fait une évaluation entre pairs avant le jour de l'événement et c'était intéressant parce que il y avait un groupe qui avait dit à l'autre « Ah oui, mais là, dans le PowerPoint, tu n'as pas bien réglé les images, c'est un peu bizarre, c'est déformé et tout, donc ça serait bien. » Donc, ça permet aux apprenants de se rendre compte qu'ils ont appris des choses et de faire un retour plutôt positif au groupe qui présente, qui prépare sa partie. Bien sûr, nous, en tant qu'enseignants, on doit toujours évaluer la démarche, les résultats et surtout les développements des compétences qu'on a visés en amont. C'est pour ça que les objectifs du projet et pédagogique doivent être vraiment bien précis avant le démarrage du projet. On peut bien évidemment toujours ajouter, enlever en fonction de l'évolution et des progressions des uns et des autres. Mais en tout cas, au départ, ça doit être clair dans notre tête ce qu'on veut faire et pour qu'on puisse bien les guider. Alors, justement, je voulais, avant de parler d'environnement, etc., vous donner un exemple de pédagogie de projet. Depuis cette semaine, j'ai un groupe de réfugiés à Toulouse et ils se sont inscrits à une formation de compétences numériques fondamentales. Donc, c'était des gens qui n'avaient pour la plupart jamais utilisé un ordinateur, qui ne savaient pas comment faire, qui ne savaient pas envoyer de mail. Ils devaient toujours demander à quelqu'un quand ils en avaient besoin. Là, la fracture numérique, elle était évidente. Donc, on avait comme programme l'enseignement des compétences numériques fondamentales et du français sur objectifs spécifiques, c'est-à-dire liés au numérique. On leur a donné un projet, c'est-à-dire qu'ils allaient devoir organiser un meet, donc une rencontre virtuelle, parce qu'en France, on est confiné, donc on ne pouvait pas faire la rencontre sur place. Donc, ils étaient responsables de l'organisation de la rencontre et des contenus. On leur a dit, dans l'étape préparatoire, voilà, vous allez organiser une rencontre virtuelle et dans cette rencontre, vous allez présenter votre formation qui s'appelle Refugix à une autre promotion de Simplon. Simplon, c'est l'entreprise qui propose cette formation-là. Donc, vous allez présenter votre formation à une autre promotion de Simplon et vous allez présenter également 3 veilles numériques plus proposer un quiz numérique. Ça a été l'étape préparatoire. On avait donné des dates limites
et ils étaient vraiment responsables de tout. On était là avec l'autre formatrice pour les guider, pour organiser, mais voilà, on doit organiser une rencontre, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça va être à distance, donc il va falloir faire une présentation. D'accord, mais si la rencontre elle va être à distance, qu'est-ce qu'on utilise pour que ça soit faisable? Ben, il fallait faire une recherche sur les outils de visioconférence possibles et gérer le temps de la rencontre avec les possibilités des outils gratuits ou pas. Ah oui, ça c'est super, mais il faut payer. Ah non, ben on n'y va pas. Donc, ça a été l'étape de réalisation. Ils ont dû réfléchir du début à la fin comment ils allaient pouvoir concrétiser et proposer cette rencontre à l'autre promotion. Ils devaient penser aussi à la communication parce qu'il fallait créer un groupe Facebook, il fallait créer un flyer pour pouvoir faire la pub auprès de l'autre promotion, il fallait envoyer une invitation. Donc, on avait créé 3 groupes. Un groupe technique, il devait réfléchir à tout ce qui était outils de visioconférence, faire des tests avec des logiciels, etc. On a créé un groupe communication. Ils étaient responsables de tout ce qui était visuel. Donc, les images que vous voyez, est-ce qu'on va utiliser tel diapo, tel format, tel logiciel, etc. Comment on va présenter. Ils ont créé le logo que vous voyez ici en bas. Donc, et une troisième équipe d'organisation. Comment on va gérer chaque minute du jour de l'événement. Mais c'était vraiment à la minute près. Et à la fin, ils se sont rendus compte que, d'accord, il y avait 3 groupes qui pouvaient travailler, on va dire, en autonomie, mais pas complètement, parce qu'ils devaient se parler entre eux, parce que si le groupe communication voulait proposer une rencontre de 2 heures, mais que le groupe technique disait « Ah oui, mais non, mais sur Meet, Google Meet, la rencontre, elle peut durer que 40 minutes et tout. » Donc, il fallait qu'ils se parlent entre eux pour que la rencontre soit concrète et faisable. Bien évidemment, à la fin, l'étape d'évaluation, pardon, on a eu justement cette partie technique numérique plus le côté français. Et je peux vous dire que ça a été un vrai succès. On a fait la rencontre lundi dernier. C'était génial et ils étaient très contents, très fiers. Et donc, encore de la confiance, de la motivation et un retour très, très positif. Ça n'a pas été parfait, mais ils l'ont fait. Alors, revenons à nos moutons. On parle de projet et de sensibilisation à la protection de l'environnement. Donc, je voulais vous parler, vous donner quelques pistes pédagogiques. Bien évidemment, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais je vous donne quelques idées que vous pourrez très bien utiliser auprès de vos apprenants. Et je commence par la première idée avec la journée World Cleanup. C'est la journée mondiale de ramassage des déchets. Donc, Valdemar, je crois que c'est le moment pour… voilà, merci. Hop là. Alors, vous avez le lien de l'événement. C'est un site qui est très, très bien fait. Vous pouvez organiser un événement. Ça peut être le projet du groupe, organiser l'événement. Donc, ils doivent choisir le thème et bien sûr l'organisation. Le jour J, vous allez présenter le thème, le projet. Il faudrait prévoir une équipe qui va utiliser la communication. Et dans le même site, vous avez 2 documents, 2 petits dossiers qui sont très, très intéressants. Le premier concernant des activités pour la maternelle et l'école primaire. Et il donne beaucoup d'idées de, par exemple, en école maternelle, on peut
faire un photomontage, on peut travailler avec des albums de la littérature jeunesse. Vous avez eu un webinaire avec mon collègue José Segura sur la littérature jeunesse. Vous pouvez explorer les formes. Donc, vous voyez déjà, on commence petit à petit à parler d'interdisciplinarité parce que pour explorer les formes, on va peut-être faire appel aux profs de maths. Mais nous, notre côté français, on arrive avec le prof de maths pour que ça puisse être fait en français. Vous pouvez très bien organiser une collecte. Vous pouvez organiser un ramassage de déchets sur la plage. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir organiser l'événement, organiser les invitations, choisir un jour, un lieu, voir le matériel. Ils vont avoir besoin de quoi? Se déplacer, peut-être trier ce qu'ils vont trouver. Vous savez, on peut trier soit c'est recyclable ou pas, des cigarettes, des mégots, etc. etc. Donc, c'est un document qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. De toute façon, j'ai dit à Marjorie que je vais vous donner un document. Enfin, déjà, les diapos, vous les aurez. Et puis, je donnerai sur un autre document PDF tous les liens dont je parle, mais exactement. Donc, ça veut dire que je mettrai le lien directement sur ces deux dossiers pour des activités à l'école primaire et maternelle. Vous pouvez aussi organiser un concours inter-école, c'est-à-dire que vous organisez l'événement, le jour J, vous allez avec les groupes, vous prenez une photo de la plage avant le ramassage, vous faites le ramassage, vous pouvez marquer le temps pour que le concours soit possible. Alors, soit une question de temps ou alors de poids. Donc, vous pesez, vous faites des photos après pour pouvoir comparer et faire le concours, qui gagne et qui ne gagne pas. Avec cette histoire de prendre une photo avant et après, vous pouvez très bien aussi aller dans plusieurs plages différentes et faire des photos avant, après, pour qu'ils voient l'impact de leur action et faire une exposition soit de photos, soit artistique. Je ne sais pas, en classe d'art plastique, à partir des photos, ils peuvent dessiner ou ben voilà, vous regardez ces photos-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, ils dessinent de l'art abstrait, vous organisez une exposition où ils vont devoir expliquer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils ont produit. Tout ça, bien évidemment, avec du vocabulaire lié à ce type de thème. Vous pouvez aussi, donc, dans la journée World Cleanup, vous pouvez vous inscrire sur le site pour faire partie du réseau. Cette année, enfin pas cette année, si cette année, c'était le 19 septembre. Donc, il y a eu plusieurs participations, notamment des collèges et de lycées, parce que là, l'interdisciplinarité, elle est plus aisée, je dirais. Parce que dans le document que vous aurez, vous allez voir, vous pouvez par exemple intégrer la problématique de l'environnement dans un cours d'enseignement civique. Mais voilà, l'engagement. Qu'est-ce que c'est que participer à la vie civique de là où on vit? Dans les arts, d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser les déchets. Bon, après, c'est plutôt collège-lycée, mais pas forcément en maternelle primaire. Ça dépend des déchets que vous trouvez. Mais avec du plastique, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez également, avec le français, leur demander de proposer une session de pub, d'affiches, pour pouvoir parler de la collecte des déchets, quelles sont les conséquences sur l'environnement, etc. Donc,
l'impact de l'homme sur l'environnement, vous pouvez choisir par thématique ou par discipline. Donc, c'est vaste. Et nous, notre rôle à nous, en tant qu'enseignants de français, c'est choisir. Et si on veut, par exemple, parler de l'impact de l'homme sur l'environnement d'un point de vue chronologique, eh bien, on peut proposer un projet avec le prof d'histoire, avec le prof de géographie. Si on veut parler de statistiques et pourquoi pas de l'histoire, c'est l'évolution des déchets ou des actions de l'homme sur l'environnement, comment c'était avant, etc., etc. Et tout ça en français, bien évidemment. Vous pouvez également utiliser des outils TIS pour organiser des jeux ou des vidéos. Créer, bien sûr, et organiser des jeux et des vidéos. Il y a des applications qui sont très faciles d'accès, comme Kahoot ou Powtoon. Donc, vous préparez le script, les questions pour le jeu. Enfin, vous préparez. Vous travaillez le vocabulaire avec vos apprenants et vous leur dites ben voilà, maintenant, vous allez créer un quiz. Et eux-mêmes, ils peuvent créer le quiz en ligne. Donc, je vous mets juste les noms sur le chat. Kahoot, c'est pour les quiz. Et pour les vidéos, c'est Powtoon. Il y en a d'autres, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et donc, l'avantage aussi de ces jeux, de ces vidéos, c'est que vous pouvez le faire le jour J, ou vous pouvez faire avec une autre école à distance, voire même organiser une rencontre inter-école pour que le jeu se fasse avec une exposition de photos ou d'affiches selon vos projets. Alors, il y a la Fondation Tara Océan qui a un site extrêmement riche avec énormément de ressources. Donc, Valdemar, si tu pouvais mettre juste le lien de Tara. J'ai sélectionné le chapitre sur les déchets plastiques. Donc, je vous laisse regarder parce que là, vous avez toute une page avec beaucoup de ressources. Il y a un dossier pédagogique. Marjorie. Marjorie va juste afficher la page de couverture du dossier pédagogique sur les déchets plastiques, avec énormément de fiches clés en main, de fiches pédagogiques clés en main, d'idées d'activités. Je vous laisse regarder un petit peu après. Mais c'est un site extrêmement intéressant, d'autant plus que voilà, ça fait partie aussi des projets qui vont venir dans les prochains mois et qui vous concernent. Sur ce même site-là, je n'ai pas voulu vous donner juste des fiches pédagogiques et clés en main. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des pistes pédagogiques. Ils ont un dossier avec 8 infographies, plastique en mer, les solutions sont à terre, qui parlent vraiment des enjeux de cette pollution-là, mais à partir des processus de fabrication du plastique jusqu'aux enjeux environnementaux. Il parle aussi de recherche scientifique et des solutions. Donc, je vous ai juste mis un exemple d'infographie sur l'impact du plastique sur le vivant. Donc, vous voyez, rien qu'en regardant cette infographie, l'image, il y a déjà beaucoup de matières présentes. Donc, d'une manière générale, les infographies peuvent être utilisées dans un cours de documentation, une activité de documentation de français, histoire géo, découverte du monde, maths, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales, sciences et technologies ou tout simplement technologie. Je n'ai pas mis tout là-dessus, mais encore une fois, sur le site de Tara Océan, vous avez le dossier qui est téléchargeable et gratuit.
Sur le même site, vous avez un inventaire thématique et il y a un chapitre sur le plastique. Donc, je vous mettrai aussi sur le lien sur le PDF. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les ressources, le type de ressources liées au plastique. Donc, il y a des dossiers pédagogiques, il y a, j'ai le document imprimé, il y a des fiches ressources, il y a des activités, il y a des conférences, des expositions, des journaux. Tout est organisé et vous avez accès à tout et c'est gratuit, encore une fois. Alors, je vois qu'il est déjà -10. Il y a un autre projet qui est proposé par le ministère de la transition écologique en France. Donc, des activités concernant la sensibilisation, la prévention et la remédiation sur les déchets à la plage. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que vous aurez les diapos, donc vous allez pouvoir regarder tranquillement chez vous. Donc, juste pour vous donner des exemples, pour la sensibilisation, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mettre en place une information tout public sur les principaux déchets retrouvés sur les plages, donc l'impact sur le milieu marin, vous pouvez les catégoriser, enfin, vous, pas vous, hein, bien sûr, les apprenants, mais leur proposer ce type d'événement. Vous pouvez aussi demander aux enfants de faire une charte sur les bonnes pratiques en vacances. Vous pouvez également créer un projet avec des commerçants. Pour l'étape de prévention, bien évidemment, ça va dépendre de l'âge des apprenants, hein, mais proposer des animations de type bar à eau ou installer des fontaines d'eau potable aux abords des plages, mais tout ça sous la forme d'événements. Ce n'est pas juste arriver et installer la fontaine d'eau, mais vous créez l'événement et le résultat est l'installation des fontaines d'eau aux abords des plages. Vous pouvez demander aux apprenants de présenter la thématique et d'organiser tout ça ensemble. Et pour la dernière catégorie, donc les activités de ramassage, nettoyage, collecte et tri, proposer par exemple à des lycéens d'organiser vous voyez l'étape 15, comment organiser un nettoyage des plages de manière ordonnée. Ou encore une fois, bon, bah, ça c'est l'événement le plus commun, c'est d'organiser vraiment un nettoyage de plage, comme je disais au début. Mais voilà, je vous laisse lire ça tranquillement après. Mais ce sont des activités qui peuvent très bien faire partie du projet ou être le projet avec l'étape de préparation en amont, bien sûr. Je vous mets un petit tableau d'aide à l'élaboration d'un projet interdisciplinaire, c'est-à-dire que vous devez définir le thème et transversal, je l'ai mis, et dans chaque colonne, eh bien, vous mettez les objectifs en fonction de la discipline. Donc, le FLE, tout ce qui est scientifique technique, tout ce qui est sciences humaines et sociales, et tout ce qui est social et civique. Eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse encore mon mail et je suis prête à répondre aux questions. Merci beaucoup, Marina, pour toutes ces informations, ces présentations de projets qui donnent envie de mettre en place des projets interdisciplinaires au sein de la classe de français. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de questions qui sont apparues sur le chat lors de ton intervention. Là, vous avez toutes et tous la possibilité d'activer vos micros, donc n'hésitez pas à le faire pour poser une question à Marina directement. Vous pouvez aussi nous faire part de commentaires, de remarques, de retours d'expérience, si vous avez déjà eu l'occasion de mettre en place des projets interdisciplinaires au sein de vos classes. Ça nous ferait plaisir de les connaître. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole.
Je vérifie bien que vous avez la permission d'activer vos micros. Je pense que oui. Oui, vous avez la permission. Daniel. Oui, on a un remerciement de Daniel sur le chat. Un grand merci, Marina. Merveilleux. Bonjour. Moi, je voudrais faire une question. Oui, on vous écoute. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez déjà travaillé avec les projets des Alliances vertes. Des Alliances ouvertes? Vertes, oui. Ah, Alliance verte? Oui. Non. Moi, je travaille dans un jardin d'enfants qui est de l'Alliance française de Santa-Fe Argentine. Et nous avons un projet pour contribuer avec la protection de l'environnement. On commence avec les petits. Ils sont d'âge 2, 3, 4 et 5 ans. Et chaque 15 jours, on travaille avec ces thématiques. Oui, ça c'est super. Il y a aussi avec les tout petits, ce qui est intéressant, c'est de faire un jardin partagé. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez le jardin partagé, enfin le jardin partagé, je dis jardin partagé, mais ça peut être aussi un jardin au sein de l'école si vous avez de la place. C'est vrai qu'ici, je l'ai déjà fait, ils n'étaient pas si petits que ça. Ils avaient 6-7 ans, mais c'était dans un cadre associatif. Mais ce qui est bien avec eux, c'est qu'on donne des fiches techniques de vraiment la recette, quoi. Et ils manipulent. Ça, c'est les enfants, ils aiment bien manipuler, mais vraiment toucher. Oui, nous avons créé un jardin partagé, ça c'était un bon résultat. Et on le fait. Ah, c'est un jardin partagé, c'est ça c'est comme ça que vous appelez? Comment? Pardon? Vous avez dit chalet partagé? Jardin. Un jardin, oui. 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 Et j'avais vu, mais je crois que c'est Marjorie, c'est pas toi qui me parlait d'un mur. Quelqu'un m'a parlé de ce projet-là. C'était pas moi, mais c'était peut-être Maria Angelica justement qui nous avait parlé, je crois, d'un projet qu'elle avait mis en place en Colombie. Je crois que c'était oui, Maria Angelica. Un mur vert. Oui, ça me dit quelque chose aussi, effectivement. Oui. Enfin, c'est de planter des choses sur les murs. D'un point de vue architectural, ça se fait beaucoup actuellement. Au lieu d'avoir un mur tout blanc comme ça, de mettre des plantes. Après, techniquement, j'ai aucune idée de comment ça se fait, mais l'idée, elle est pas mal, quoi. Oui, c'est une bonne idée. Merci. Pour rebondir sur ce que vous disiez, vous êtes enseignante à l'Alliance française en Argentine, hein, c'est ça? Oui. Et en fait, toute cette politique, justement, les alliances vertes, Alliance française verte, ça consiste en quoi? C'est-à-dire, c'est pour différents publics? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Oui, ça concerne tous les groupes d'âge. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer avec les petits. Et on le fait dans les jardins, dans les cours des adolescents, après dans les groupes d'adultes. Et chaque année, on propose une présentation, une exposé pour que toute personne puisse regarder ce qu'on a fait pendant toute l'année. Mais ça concerne l'Institut français qui organise ce programme et on les fait. Parce que les enfants adorent jouer et avec la nature, bien sûr. Et la protection de l'environnement, c'est très important pour eux. Et quand on est petit, on les motive. Bien sûr. Merci pour ce partage. Il y a une autre personne sur le chat qui s'est manifestée, c'est Rodrigo Amaro qui souhaiterait également partager son expérience. Oui. Au premier moment, je voudrais vous remercier pour la présentation. À mon avis, c'est une coïncidence parce que j'ai travaillé comme ça. Toutes ces étapes que tu as décrites pendant la présentation, j'ai déjà fait avec mes élèves à l'école où je travaille. Okay, par exemple, il y a une fois que les élèves ont collecté des déchets sur les plages et ils ont mesuré les déchets et ils ont présenté les résultats pour montrer la quantité de déchets sur les plages. Et un avantage que nous avons eu, c'est que
notre école est à côté des plages. Donc, c'était formidable. Mais tu l'as fait en français ou en portugais? Ah, en français. Je suis prof de Daniel à l'école où je travaille. Ah, ben voilà, mais ça sentait les DNL, là. C'est super. Oui. D'accord. Non, mais c'est ça. En fait, c'est vraiment... c'est génial de pouvoir collaborer avec d'autres matières, mais justement en DNL, en fait c'est ça, hein, la plupart du temps. Quoi. Oui, et les élèves ont suivi toutes les étapes que vous avez décrites pendant la présentation. Donc, c'était un projet très formidable. Oui. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est que de mettre un côté artistique dans l'histoire. Ben voilà, il y a des déchets, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets-là? Les déchets. Oh, les élèves ont proposé des choses comme recycler les déchets trouvés sur la plage. Donc, ils ont proposé, comment dire, comment ils peuvent être dessinés. Oui. Tu comprends? Ouais. Donc, c'était un projet. Et ce projet, les élèves, nous avons travaillé en partenariat avec l'université. Parce que les universités, l'université a donné une balance pour mesurer les déchets. Oui. OK? Et des autres choses, par exemple, comment dire en français, mon Dieu? Les gammes, mon Ok. Dieu. Pour manipuler les déchets. Pour manipuler, pour protéger les mains. OK? Pour manipuler les gants. Les gants. Les gants. Les gants. Oui. Donc, c'était formidable. Oui. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand je suis partie visiter ma famille au Brésil, j'avais vu quelqu'un qui faisait des objets à partir de canettes de coca. Ah oui. Guarana, enfin, peu importe, quoi. Mais de vrais objets de la vie quotidienne, quoi. Et ça, je trouvais que c'était pas mal. Oui, ça c'est intéressant, oui. C'est vrai. Merci Rodrigo en tout cas pour ce partage. C'est vrai que pour rebondir aussi sur ce que tu disais Marina, Tara par exemple, la fondation Tara a créé un petit film il y a quelques années lors duquel à la fin justement c'est comment exploiter de manière artistique tous les déchets qu'on trouve. Là c'était des bouchons de bouteilles et il y a tout un mur qui a été créé au sein d'une école, un peu un street art, vous voyez, voilà, où il y a tous les bouchons de bouteilles. Donc c'est aussi une possibilité au sein des écoles d'utiliser un mur dans la cour de récréation pour justement mettre à l'honneur tous ces déchets et essayer de leur donner une seconde vie en quelque sorte. Oui, mais c'est un recyclage artistique, quoi. C'est rendre utile ce qui a été jeté. Exactement, c'est exactement ça. Flava Marianne qui dit qu'elle a une question. On vous écoute, Flavia. Je ne sais pas si vous voulez activer votre micro pour poser votre question directement. Oui, bonjour, merci. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez des suggestions pour faire un projet avec de petits enfants pendant l'organisation? Parce que l'année passée, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un projet et j'ai fait justement en collaboration avec la professeure. Et j'ai justement fait un petit cahier où les étudiants peuvent dessiner et écrire tant en français qu'en portugais, mais je ne savais pas quoi faire suivant ces activités. Donc, vous avez des suggestions pour faire un projet Ils ont quel âge, les enfants? 7 ans, 7 à 8 ans. 7, 8 ans, et c'était un projet avec quel prof? Enfin, de quelle matière? C'est en matière générale. Je crois que c'est justement la matière d'alphabétisation en portugais.
en fait. Parce qu'ils avaient justement le mathématique et le portugais. Donc, ils n'avaient pas science, par exemple. D'accord. Alors, moi, avec un public alpha, c'est comme avec les enfants qui ne savent pas encore lire et écrire. Alors, sans parler, pourquoi pas du plastique, des déchets plastiques, mais c'est justement d'organiser une collecte ou un ramassage de déchets et d'après d'utiliser les déchets, avec des gants en fonction. C'est utiliser les images en fait. Se faire une sorte de book, mais avec l'image, ou carrément de tableau. Si vous avez des affiches, ou vous pouvez leur demander d'utiliser le déchet et de coller. Au lieu de rester sur parce que vous savez, en alphabétisation, le rapport au crayon est compliqué. L'écriture, le geste est compliqué. Donc, qu'il crée un album mais artistique ou qu'il fasse une exposition, tout simplement. Mais vous savez, il y a très souvent, à partir de, je ne sais pas, je pense au bouchon, ils doivent, à partir du bouchon, créer soit un personnage ou un autre objet, c'est transformer l'objet initial en autre chose. Mais il faut qu'ils manipulent, c'est un peu comme les enfants qui ne savent pas lire et ni écrire. Il y a quelqu'un qui avait une autre suggestion. Oui, exactement, c'est Tatiana. Tatiana, si vous souhaitez activer le micro, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors, j'ai une suggestion. J'ai déjà travaillé avec les ados. On a fait un ramassage. Je travaille à l'Alliance de Rio et on travaille dans une espèce de centre commercial. Donc, il y avait des déchets partout. Donc, on a décidé de faire une journée où on a ramassé pas mal de déchets que les gens laissent un peu partout. Et à partir de ces recyclages, on a créé des instruments de musique. Donc, des tambours, des flûtes, on a fait un peu comme ça ensemble. Il y avait aussi des boucles d'oreilles qu'on fait avec des pailles. Donc, c'était un projet pour les ados. Je donne des cours avec des enfants entre 8 et des ados 12 ans. Donc, c'était super sympa. Après, on a fait une présentation pour la famille. Et donc, c'était super bien. Voilà. Oui, et puis après, ils doivent, ce qui est aussi intéressant pour la présentation, et donc ça rejoint un peu ce que vous dites et Flavia aussi, c'est de leur demander d'expliquer le début. Ouais. Voilà ce qu'on a, en français bien sûr, mais voilà ce qu'on a fait, voilà ce que j'ai décidé, l'idée que j'ai eue de la transformation. Et pourquoi? Pourquoi une paille est devenue un bijou? Parce qu'on peut faire n'importe quoi avec une paille. Ouais. Parce que du coup, ça l'oblige à réfléchir et à le dire en français, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est super. Les instruments de musique, c'est top, quoi. Ouais. Très original. Et vous avez travaillé avec un professeur de musique pour créer ces instruments? Non, en fait, non. Le but, c'était de créer un objet qu'on puisse utiliser. Et donc, bon, comme il s'agit d'enfants ados, enfin, ils sont enfants ados, le but, c'était de créer une chose assez facile qu'on puisse faire en classe, qu'on utilise moins d'outils aussi, parce que, bon, c'est pas évident en classe, ils sont aussi petits, j'avais peur d'une blessure. Et donc, on a décidé de créer d'instruments avec des pailles, des petits trucs en bois et des canettes aussi. Voilà, donc c'était bien. Ça, c'est bien. Déjà, il y a deux, là, pour juste rebondir, il y a deux idées qui me viennent. C'est d'un côté, c'est de leur demander de créer un objet utile, comme vous avez fait. Ou alors, parce que les enfants sont très créatifs, ils ont une imagination incroyable, donc de leur dire, créer un personnage ou un objet qui n'existe pas ou dans la réalité. Ou je sais que le fils d'un ami m'a envoyé un dessin d'un oiseau. Alors, le dessin est tout sauf un oiseau, mais pour lui, c'est un oiseau. Il a expliqué pourquoi pour lui, c'était un oiseau. C'est laisser aussi… oui, libre cours à l'imagination, non? Ouais. À l'imagination, parce que ça leur permet aussi d'après, justement, de produire, de parler, d'expliquer pourquoi. Au lieu,
Ça dépend des objectifs du projet, encore une fois. Donc, l'idée de l'objet utile, c'est excellent, parce qu'ils peuvent garder l'objet. Et l'idée de l'objet abstrait ou du personnage, c'est qu'ils doivent expliquer. Et c'est beaucoup plus spontané que d'un objet utile, parce que l'objet utile, ben voilà, j'ai créé une tasse pour boire du thé, quoi. Mais quand c'est quelque chose d'abstrait, ça demande plus de production orale de manière un peu sans parachute. Donc, tout dépend des objectifs du départ. C'est pour ça que poser les objectifs avant, c'est important. Parce que si l'enfant arrive avec une tasse qui a plus une tête de chaise, ben, c'est problématique si on lui a demandé de créer une tasse, quoi. Ou s'il a décidé de créer une tasse, vous voyez. Mais oui, non, mais super. Merci, Tatiana. Oui, merci beaucoup pour ce partage. Il y a justement également Alberto Alexandre sur le chat qui nous a partagé un lien. Je ne sais pas si, Alberto, vous voulez prendre la parole pour peut-être, si vous avez un peu regardé ce projet, nous en faire part? Non, j'ai posé dans les chats, c'est une expérience qu'elle a déjà faite aux États-Unis par un groupe de personnes. Je ne sais pas s'ils sont proprement les scientifiques, mais sont des personnes qui, un jour là, on s'est débarqué dans la plage et avoir l'intention de faire de recueillir tous les déchets et en utilisant les déchets, ils ont fait des sculptures géantes pour montrer par les personnes, par les gens, l'importance de préservation de l'environnement et des autres choses. Mais ici, comme Rodrigo a dit, ici, je travaille aussi dans le CIEP Brésil-France, Niterói, et on a déjà fait beaucoup d'expériences qui sont pareilles. Pendant la présentation de Marina, nous avons la sensation de partager les mêmes choses, parce qu'ici, au CIEP, nous travaillons en utilisant comme une équipe, on travaille les profs de FLE, on travaille ensemble les profs d'ateliers scientifiques, c'est la discipline non linguistique de celle DNL qui on travaille. Nous avons aussi le projet de vie et de culture, mais qui sont les deux DNL de notre école. Mais je l'ai partagé dans les chats, ce n'est pas un projet de notre école, c'est un projet qu'on a déjà utilisé pour montrer à nos élèves. Mais ça, c'est après. Merci, Alberto. Mais du coup, ça me donne une autre idée. C'est que de faire la démarche, c'est un peu comme la classe inversée, pas tout à fait la classe inversée d'un point de vue technique, mais de présenter comme élément déclencheur aux élèves les images justement des œuvres d'art à partir des déchets, de dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça existe dans la nature ou pas? Est-ce que c'est possible? Parce que là, je suis tombée sur un truc hyper bizarre, je ne sais même pas ce que c'est, je n'ai pas lu. Mais ça peut être bien pour sensibiliser au début et faire le chemin inverse, quoi. Non, mais super, merci. Oui, c'est que c'est intéressant de penser aussi la chose différemment comme élément déclencheur, oui, effectivement. Oui. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu d'autres. Merci, Alberto, pardon, je ne vous ai pas remercié pour le partage de ce lien et puis pour le partage un peu de ce que vous faites aussi au CIEP de Niterói. Il y a eu beaucoup de remerciements sur le chat. Je vais sûrement en oublier certains, mais il y a Souraya qui t'a remercié, Marina, il y a aussi Miacé, là, enfin voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont remercié sur le chat, donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le regarder. Donc merci encore à toutes et tous pour votre participation active aujourd'hui. Merci Marina pour cette super présentation qu'on aura l'occasion en plus de voir en replay et d'avoir accès à tous les documents que tu as partagés, donc c'est super. Juste avant que l'on se quitte, je vous rappelle que la semaine prochaine, on se retrouve pour un autre rendez-vous de la COP éducative. Ce sera le webinaire 32 qui sera animé par Fanny François, qui est médiathécaire à la Bibliomaison, au Consulat de France à Rio.
et elle nous parlera de comment utiliser l'application BDNF pour fabriquer de la BD. Et son intervention résonne un peu avec le webinaire 30 qui était animé par Maria Angelica Duque du 11 novembre dernier, lors duquel Maria Angelica nous a parlé de la BD, des fanzines. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, cette thématique de la BD. En plus, l'année 2020, c'est l'année de la BD, à aller sur notre page YouTube pour regarder ce webinaire. Ça sera le dernier webinaire des rendez-vous de la COP éducative pour cette année 2020. Voilà, on reprendra les rendez-vous de la COP éducative en 2021. Oui, Marina. Parce que José, il vous a parlé du book Creator. Le book Creator. Et ça pourrait être aussi un projet dans la thématique d'aujourd'hui. C'est à partir de photos, à partir des créations des apprenants, de créer un book à partir de ces images-là et créer une histoire, pourquoi pas. Exactement, c'est en plus très intéressant que tu dis ça parce que à travers cette thématique de la pollution des océans, on souhaite justement travailler avec le Book Creator et avec José justement sur comment mettre les productions des apprenants sur le Book Creator, comment ensuite créer une espèce de bibliothèque qui sera accessible à tous les professeurs. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant que tu fasses ce clin d'œil parce que oui, c'est vrai que c'est un outil assez incroyable pour exploiter ça. Et justement, la semaine prochaine, on pourra aussi voir avec cette application BDNF comment aussi utiliser un autre outil. Exactement, oui. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci. Merci Marina. Merci. 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 Au revoir. Merci. À très vite sur IF pour Brésil. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.